Donc voilà, comme il disait, moi c'est donc Baptiste Austré, donc je suis directeur de publication du magazine Clutch. Donc on est venus ensemble, même si, comme je disais, c'est moi qui prends la parole, parce que par mes fonctions, j'ai un travail un peu de coordination sur le travail de chacun. Alors je dois avouer, j'ai pas trop l'habitude d'être de ce côté de la barrière, hein. J'ai plus l'habitude de poser les questions plutôt que d'y répondre, et en plus j'ai plus l'habitude de l'écriture plutôt que de l'oral. Mais ça va bien se passer. Par contre, il y a une question à laquelle on commence tous à s'habituer un peu à répondre. C'est la question qu'on nous pose le plus souvent depuis maintenant 4 ans et quelques mois que le magazine existe. C'est la question toute simple, mais qu'est-ce que ça veut dire Clutch ? Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au tout départ, quand on cherchait le nom du magazine, en fait, on est tombé sur ce mot, et le mot nous a plu instantanément, vraiment pour sa sonorité. C'est quelque chose qui claquait bien sous la langue, on va dire, et qui en plus autorisait quelques petits jeux de mots et détournements de langage qui étaient assez marrants à faire. Bon, après, on a quand même fait un minimum notre travail, hein, on est allé chercher quand même ce que ça voulait dire. Et on a découvert donc que c'était un mot anglais, dont une des définitions, parce qu'en plus il y en a plusieurs, une des définitions c'était embrayage. Alors embrayage, ça peut paraître un peu bizarre en termes de mécanique pour un magazine culturel, mais en fait c'est un mot qui a eu tout de suite de la signification pour nous, au moment où on a lancé la création du magazine. C'est un mot qui ensuite avait une autre signification parce que c'est l'objectif du magazine, hein, être un transmetteur d'informations. Jusque-là, tout va bien. Et c'est un mot qui continue d'en avoir encore aujourd'hui parce qu'à côté du magazine, il y a d'autres petits projets qui sont montés au fur et à mesure. Alors au tout départ, pour revenir sur la genèse, on est en mai 2012, quelque chose comme ça, et on est sans emploi. À l'époque, on travaillait pour un autre média de Toulouse qui a lancé une vague de licenciements économiques. Et donc on s'est retrouvé là, tout simplement à la croisée des chemins avec un choix à faire. Soit gentiment pointer à Pôle emploi et croiser les doigts pour espérer retrouver un job dans lequel on puisse s'épanouir, soit tout simplement se lancer à l'aventure, faire le grand pas, quoi. Donc le choix a été vite vu en ce qui nous concerne. Le premier magazine derrière est sorti en septembre 2012, donc en l'espace de quelques mois seulement. Et conjointement à la décision de monter le magazine, il a fallu choisir la forme qu'allait prendre la société pour ça, et on s'est tourné en fait vers un format coopératif, donc une SCOP, plutôt qu'une SARL ou une association, parce que dès le départ ça a été un projet collectif. On a monté ça tous ensemble et chacun a apporté ses idées. Donc on ne voulait pas une hiérarchie pyramidale, comme on retrouve de manière, dans la plupart des sociétés. On voulait avoir une hiérarchie horizontale qui puisse permettre à chacun d'avoir la responsabilité de sa tâche, de son poste, tout en permettant, on va dire, ce que nous, on le voit comme ça, ce qu'on appelle chez nous de l'interdépendance. C'est-à-dire que même si chacun a ses responsabilités, on n'est pas enfermé dans une case, on n'est pas enfermé dans un poste, et on est obligé de travailler main dans la main avec tous nos autres collègues et tous les autres domaines qui sont touchés par le magazine et importants pour l'existence du magazine, tout simplement. Tout ça, donc, ça permet, en fait, le format SCOP a permis d'officialiser, on va dire, un fonctionnement qui s'est fait à la base très naturellement, justement de travail comme ça, collaboratif. Et une des vertus, en tout cas en ce qui me concerne, une des vertus, je dirais, de ce fonctionnement-là, c'est que ça nous permet à chacun de pouvoir appréhender des métiers qu'on ne connaît pas forcément, ou qu'on ne connaît pas bien forcément. Moi, je ne suis pas du tout commercial, je suis vraiment très mauvais là-dedans. Graphiste, encore moins, je n'ai jamais touché un logiciel de montage. Mais du coup, de pouvoir avoir cette alchimie-là, ça me permet, moi, de pouvoir mieux appréhender le travail de mes collègues, et donc de mieux savoir quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs prérogatives, leur timing, etc. pour pouvoir du coup avoir une organisation quelque part beaucoup plus fluide et beaucoup plus souple. Et ça,
pour moi, ça se retrouve un peu derrière, dans le magazine lui-même, le magazine papier, ce qui peut paraître un peu bizarre de nos jours, de monter un magazine papier. Moi, ça a été des premières réflexions que j'ai eues à l'époque quand j'ai commencé mes études de journalisme. Enfin, on m'a dit le papier aujourd'hui c'est mort. Maintenant, c'est le web. Alors certes, le web a changé beaucoup de choses dans la façon dont on appréhende l'information, mais c'est pas pour autant, enfin on considère en tout cas que c'est pas pour autant que le papier va disparaître ou doit disparaître. C'est simplement qu'il y a un changement de paradigme dans la façon dont on va chercher l'information. Tout simplement parce qu'on ne va plus chercher l'information. Aujourd'hui, c'est l'information qui vient à nous. Sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, les mobiles, tout vient à nous. Donc aujourd'hui, c'est plus à moi, lecteur, d'aller chercher, de faire la démarche pour aller chercher un magazine, c'est le magazine qui doit venir à moi. Donc, ça, c'est une réflexion qu'on a eue quand même quand on a monté aussi le magazine, c'est de se dire comment faire en sorte que ce soit un magazine que les gens aient envie de prendre. Déjà, tout simplement au départ, c'était de faire un magazine qui nous plairait nous aussi à lire. Ça peut paraître bête, mais bon, c'est toujours mieux de commencer comme ça. Et ensuite, c'était d'essayer de mettre en place des petites choses qui puissent attirer, enfin avoir quelque chose d'attractif. Le tout premier, c'est évidemment la couverture du magazine, où chaque mois, la couverture est à l'intérieur dans les pages du portfolio. On a généralement une dizaine de pages tous les mois qui sont consacrées en fait à un artiste local ou de la région. C'est une manière aussi de mettre en avant la proximité, c'est une manière aussi de mettre en avant le vivier artistique toulousain. C'est vrai qu'on a eu beaucoup depuis le début qu'on fait le magazine, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « Putain, on n'aurait jamais pensé… » Pardon pour le putain. On n'aurait jamais pensé qu'il y avait autant d'artistes à Toulouse. Et nous, ça fait 4 ans qu'on met en avant des artistes toulousains et on a encore un beau paquet de prévus, pour les prochains mois en tout cas. Donc il y a eu ça, on a du coup des gens qui prennent le magazine et qui des fois même arrachent les couvertures ou les pages intérieures pour les mettre sur leur frigo, il y en a même qui font des tables avec. Et donc ça a été un premier point. Le deuxième point, c'était d'essayer de jouer sur ce côté un peu, de créer un peu une sorte de collection. Tout simplement, comme vous voyez avec la tranche ici, qui dessine petit à petit un visuel, qui est toujours sympa à avoir. C'était aussi, dans les pages intérieures, on fait un magazine qui est donc mensuel, qui parle des événements qui ont lieu chaque mois, dans, on va dire, une pluridisciplinarité artistique. Mais l'idée, c'était que les gens aient envie de garder le magazine et ne pas le jeter une fois que le mois est fini. Donc pour ça, on essaie on fait depuis le début tout simplement des dossiers en ouverture du magazine qui sont sur des problématiques culturelles, locales, toujours, mais sur de l'actualité qui peut être ce qu'on appelle de l'actualité froide, on va dire, qui n'est pas forcément restreinte par une date de parution ou quelque chose comme ça. Petit à petit, derrière, on a affiné tout ça et on a commencé à avoir des numéros pratiquement thématiques avec des sujets qui se recoupaient comme un fil rouge sur l'ensemble du magazine. On a fait un numéro, par exemple, sur le steampunk, où on avait du steampunk à toutes les sauces, sur toutes les rubriques. Un numéro sur le jeune public également. Là, en ce mois de novembre, on a un numéro qui part sur les créateurs locaux et qui nous permet du coup de dévier derrière sur l'ensemble du magazine sur les coulisses de la création. Et donc de mettre en avant tous les événements du mois qui justement ont cette option-là qui permet de découvrir un peu l'envers du décor. Donc tout ça, ça permet du coup d'avoir cet aspect un peu collector, on va dire. Et en même temps, l'idée, c'était aussi d'être ouvert à un maximum de disciplines artistiques, de ne pas s'enfermer dans un style ou un genre, parce que nous-mêmes, on a des goûts très différents. Et comme je disais, c'est collaboratif, donc on discute beaucoup sur tout ce qu'on fait, sur toute la vie du magazine.
Et du coup, on brasse assez large, on a de l'art visuel, de la musique, du cinéma, de la littérature, du spectacle vivant, et à l'intérieur même de ces rubriques, on essaie d'être ouvert à un maximum de choses. Et cette pluridisciplinarité, c'est quelque chose qu'on a voulu avoir également au-delà du magazine. C'est-à-dire que le magazine, c'est un peu le cœur d'une mécanique qui regroupe plein d'autres petites choses. Notamment, on a des soirées qu'on appelle les soirées Claude Chorama, qui sont les soirées de sortie du magazine, qu'on fait une fois par mois, qui nous permettent, on va dire, de passer dans le réel, quelque part, d'être au contact direct aussi avec nos lecteurs. C'est toujours ce même souci d'aller chercher nos lecteurs et de connaître nos lecteurs. Et c'est des soirées en plus dans lesquelles on met en avant des lieux, des artistes, des programmations. Les artistes qu'on a sur les portfolios, on leur propose de venir sur le lieu même, de faire leur exposition avec un vernissage. Ça leur permet aussi de rencontrer du public. Ça permet de mettre en avant des associations de Toulouse, toujours de mettre en avant ce vivier artistique au sens le plus large possible, en tout cas on essaie. Donc en plus des soirées, on a aussi une émission de radio en partenariat avec Campus FM qui passe tous les jours, où on regroupe un peu les événements de la journée. On a évidemment le site web, on a les réseaux sociaux et on a également un projet éditorial qui a été abouti une première fois en 2015. C'est un livre qui recense les artistes des 2 premières années du magazine, qui devrait connaître prochainement une nouvelle déclinaison, un 2e tome. Il y a d'autres projets qui sont en cours, mais ça je peux pas vous en dire plus parce que on est encore en train de travailler dessus. Et ça fait beaucoup de choses. Enfin, ça peut faire beaucoup de choses, surtout pour une petite équipe comme la nôtre. Vous avez tout le monde, les forces vives sont toutes ici. Au tout départ, quand on a monté le magazine, on avait une date de sortie, on avait de la rédaction qui était en cours, on avait de la mise en page qui était en train de se faire, de la publicité qui est rentrée, on avait la soirée de sortie qui était prête, calée, et il n'y avait plus qu'à, mais on n'avait pas d'imprimeur et on avait encore moins de moyens pour le payer. Mais des gens nous ont fait confiance, ça nous a permis de sortir ce premier numéro, qui a permis de sortir un 2e, et puis un 3e, et puis un 4e, etc. etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on est au 46e numéro du magazine. Tout ça sans jamais avoir fait de levée de fonds, ni avoir pris de crédit, et en fonctionnant uniquement sur des fonds propres. C'est une fragilité économique, mais qui quelque part devient un peu notre force, mais même pas qu'un peu, c'est devenu notre force, parce que ça nous oblige à aller de l'avant, ça nous oblige à tenter des choses et à pousser pour pouvoir avancer. En quelque sorte, c'est notre moteur. On revient encore sur cette histoire d'embrayage. Et alors, je crois que c'est un peu plus court que ce qui était prévu, mais je dois dire, à un niveau vraiment personnel, à l'époque, je ne me serais jamais vu là où je suis aujourd'hui. Je ne me serais jamais vu me lancer dans l'aventure d'une entreprise, de retrouver à la tête, même si pas tout seul, mais à la tête d'une entreprise. Moi, tout ce que je voulais, c'était écrire. Mais ça a été d'une part un concours de circonstances. Et moi qui ne suis pas du tout, mais alors vraiment pas amateur de sensations fortes, en plus j'ai le vertige, je me verrais jamais faire par exemple du saut à l'élastique, mais avec cette aventure, avec ce magazine, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est d'avoir fait un grand saut dans le vide, et ça fait du bien. Merci. Arrêtez, je vais rougir. Alors, au départ, on a eu un premier imprimeur, tout simplement parce que c'est celui qui nous a fait confiance, qu'on connaissait déjà de par notre métier précédent, notre travail précédent, qui était basé à Montpellier, qui travaillait très bien, mais le problème, c'est qu'on voulait aussi un imprimeur qui soit plus proche de nous, parce que comme on a les soirées de sortie du magazine, il nous faut les magazines en temps et en heure, on ne peut pas se louper. Donc s'il y a un souci, faire le trajet jusqu'à Montpellier pour revenir à Toulouse le soir même, c'est parfois un peu compliqué.
Donc on s'est tourné vers un imprimeur qui est à Groyer dans le Tarn, qui s'appelle Escourbiac, qui nous a été recommandé en fait par des partenaires qui sont les Sgt Pepper. Et voilà, ça fait depuis quasiment 4 ans en fait. On a travaillé 6 mois peut-être avec le premier imprimeur. Ça fait à peu près 4 ans qu'on est avec eux. On est très content de travailler avec eux. On savait qu'ils étaient assez spécialisés dans les livres, on va dire les beaux livres, les livres d'art. Donc on savait qu'on allait avoir de la qualité derrière sur le rendu du papier, le rendu des couleurs et de l'impression. Donc c'était ça aussi qui a beaucoup joué. Et puis bien sûr le rapport humain. Alors c'est assez vaste. Des gens qui nous ont fait confiance, c'est d'une part, il y a une première personne qui nous a fait confiance qui s'appelle Loïc Blanc, qui était une personne avec qui on travaillait aussi à l'époque dans un autre média toulousain, qui nous a permis en fait de nous mettre vraiment en réseau, qui nous a mis en contact aussi avec l'organisme régional des Scopes, donc qui nous a déchargé aussi de pas mal de petites choses de gestion, parce que la gestion, on n'en avait jamais fait nous. On connaissait nos métiers chacun, mais gérer une entreprise, ça n'était encore jamais arrivé. Donc il nous a permis de mettre le pied à l'étrier petit à petit. D'autres qui nous ont fait confiance, c'est évidemment donc les Sgt Pepper, qui est un imprimeur de Toulouse, chez qui d'ailleurs maintenant on a nos locaux, mais qui nous a fait confiance dès le départ, qui nous a même prêté son local en août 2012, alors qu'eux étaient en vacances pour qu'on puisse boucler le magazine. Donc ça c'était vraiment très sympa de leur part. Et puis évidemment derrière c'est les annonceurs qui nous ont fait confiance dès le départ sur le magazine, parce que le magazine c'est un magazine gratuit, donc il est financé, c'est la publicité qui permet de le financer, de faire vivre l'entreprise dans son ensemble. On pourrait imprimer plus, mais bon déjà d'une part ça coûte de l'argent évidemment, et puis quoi qu'il arrive, on se dit que quoi qu'il arrive en fait le magazine partirait, c'est sûr, mais on va dire aujourd'hui il nous reste très peu d'archives au final, de moins en moins en plus avec le temps qui passe. Et le but c'est aussi de ne pas en avoir beaucoup qui ne nous restent pas sur les mains, quoi. J'avais fait un peu de journalisme sportif par exemple, ça me plaisait bien même si c'était pas le domaine dans lequel j'étais le plus spécialisé. Le domaine qui m'intéresse le plus c'est la culture. Ça, il n'y a pas photo, et donc j'ai travaillé pendant, ça faisait 5 ou 6 ans que je travaillais donc pour un autre média culturel, avant qu'il ferme d'être licencié. Et pour moi, oui, c'était une évidence. C'était un domaine, pour avoir testé un peu d'autres domaines, donc le journalisme sportif, j'ai fait aussi un peu de local, j'ai fait testé des petites choses comme ça. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était sûr, c'était le domaine culturel. Je pense que c'était pareil pour mes collègues. Et surtout, c'était c'était quelque chose qui nous plaisait et quelque chose dans lequel on était déjà, on va dire, dont on avait déjà de l'expérience. Donc ça a facilité aussi, je pense, quelque part, la construction du magazine. Ça a permis justement aussi de pouvoir avancer très vite parce qu'on savait déjà où on voulait aller se diriger. Faut dire que c'est vrai qu'avant qu'on se retrouve licencié, dans les discussions, c'était très informel parce qu'on n'avait pas encore cette idée-là. Mais dans les discussions, on lançait déjà comme ça des idées de rubriques, de papier, de façon de faire. Donc une fois qu'on s'est retrouvés tous ensemble, tout était déjà presque là en fait. Alors après évidemment, le magazine lui-même a beaucoup évolué entre le premier numéro et aujourd'hui, à tout niveau, que ce soit au niveau graphique ou à un niveau rédactionnel. Mais ça après ça s'est affiné, on va dire, au mois, petit à petit. Bien sûr qu'on y pense, mais c'est un peu on va dire le double, je ne vais pas dire la double punition, mais presque. Non seulement on est dans le secteur culturel qui est effectivement c'est le premier à prendre des coups quand il y a des soucis économiques,
Et en plus, on est dans la presse qui se casse la gueule aussi de partout. Donc, voilà. Mais évidemment, même si on s'est lancé comme ça, on ne s'est pas lancé non plus. On a fait quand même un minimum de business plan. On a surtout, au départ, fait en sorte de baisser au maximum les coûts pour voir si ce projet allait être viable. C'est-à-dire que la première année, par exemple, on n'avait pas de local, on travaillait chacun chez soi, on se rejoignait, même, des fois même on bouclait le magazine dans des bars. Voilà, on a mis en place toutes ces petites choses pour pouvoir faire en sorte que ça puisse marcher. Et puis ça revient aussi à ce que disait Benoît sur le volume du magazine, de pouvoir avoir des tarifs aussi qui ne sont pas trop lourds pour les annonceurs avec qui on travaille. Tout part du magazine, hein, ça reste je répète, hein, je paraphrase du coup, mais ça reste vraiment le cœur de tout ce qu'on fait. Mais ça permet aussi du coup d'ouvrir le champ des possibles. Non, on n'en fait pas. Est-ce que vous avez une déontologie interne? Ah oui. On ne fait pas de publi rédactionnel. Faut savoir une chose, le problème de la publicité, enfin le problème, c'est pas un problème en fait, c'est un faux problème. Parce que c'est quelque chose en fait, c'est pas un problème qui est inhérent au gratuit en tout cas. Un magazine aujourd'hui, la plupart des journaux payants fonctionnent non pas grâce aux ventes de leur publication, mais grâce aux rentrées publicitaires. Donc ils ont le souci est le même. Nous, dès le départ, on a eu un discours avec tout le monde qui a été assez clair, c'est de dire que la rédaction, le commercial, c'est pas la même chose. Ça a mis parfois un peu de temps à arriver à faire comprendre aux gens ce réflexe-là. Mais bon, je pense qu'on y arrive petit à petit. En tout cas, on n'a jamais fait de compromis sur la rédaction à ce niveau-là. On n'a jamais eu, alors, certes, on a eu des gens qui nous disaient allez, je te prends une pub, tu me fais un rédactionnel, mais ça ne marche pas comme ça. Nous, on a toujours expliqué que c'est pas parce que tu prends une publicité que tu auras du rédactionnel, et inversement, c'est pas parce que tu ne prends pas de publicité que tu n'auras pas de rédactionnel. Ouais, c'est de l'honnêteté déjà vis-à-vis de nous-mêmes, et c'est de l'honnêteté aussi vis-à-vis de nos lecteurs. D'une part, c'est le choix, justement, comme disait Ben, d'avoir des annonceurs qui correspondent à ce qu'on fait, de garder cette cohérence. C'est que la publicité devient aussi, elle ne devient pas intrusive, elle devient aussi source d'information. Parce qu'on va avoir les programmes de telle salle de spectacle, ou telle salle de concert, ou tel festival, qui fait que ça va directement parler à notre lectorat qui vient justement chercher aussi ce type d'informations-là. Quand on passe de bouclage dans un café à une situation plus bourgeoise... On boucle à la maison maintenant. C'est moi qui imagine. Dans les coulisses de la croissance, comme ça, est-ce qu'il y a des moments un peu compliqués à gérer? Vous avez des trucs à donner pour la recette pour être encore ensemble après combien d'années? 4 ans, 4 ans et demi maintenant. Il y a pas. Oui, il y a des moments compliqués, il y en a eu évidemment. Alors c'est toujours pareil, c'est surtout pas tant au niveau des relationnels, c'est surtout au niveau de la charge de travail toujours. Il y a toujours un moment où on se retrouve la tête dans le seau et on n'arrive plus à en ressortir. Il y a toujours des choses qui se rajoutent petit à petit. Il y a évidemment la gestion elle-même de l'entreprise qui s'est rajoutée, où ça, on est encore en phase d'apprentissage. Enfin, moi, je considère qu'on est encore en phase d'apprentissage, on a encore des choses à apprendre là-dessus. J'aurais jamais cru que faire de la comptabilité serait passionnant. mais ça le devient, par la force des choses. Il y a aussi le fait d'être en scope, mais réellement, c'est-à-dire que justement, quand on parle de fonctionnement horizontal, il n'y a réellement pas d'hierarchie, et c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que dans des situations qui peuvent être dures, parce qu'on en a eu, ça c'est évident, on s'est toujours soutenu. Il n'y a personne qui porte le magazine plus qu'un autre, c'est que justement de la même manière que chacun touche à différents domaines, dès qu'il y a un coup dur, on y va tous ensemble. Et ça c'est vraiment une force, on s'est rendu compte, on a eu des bouclages des fois
pour vous passer rapidement, pour l'expliquer rapidement, si on n'a pas de base de données et qu'on ne peut pas extraire le magazine, ce qui nous est arrivé et qu'on doit tout rejeter sous Word la veille de l'envoi du magazine. Ce qui représente à peu près 680 dates en moyenne. Voilà, grosso modo, donc on a passé quelquefois des nuits blanches, mais tous ensemble, à travailler pour aboutir ensemble à la sortie, à l'impression du magazine. Et c'est surtout ça, c'est le fait de préserver le groupe, je pense, et d'avoir vraiment, on est tous dans la même logique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du partage. On a l'avantage d'avoir un équilibre dans le sens où personne n'essaye de tirer la couverture à lui. Ça, je pense que c'est rare. On a la chance justement d'avoir une belle alchimie à ce niveau-là. Oui. Oui, non, mais c'est clair. On va dire que bon, ça peut arriver sur le moment qu'on s'énerve ou qu'on se prenne la tête ou des trucs comme ça, mais généralement ça dure vraiment pas longtemps. Et puis derrière, de toute façon, il faut faire le boulot, quoi. Donc il faut avancer et pour avancer, il faut avancer tous ensemble. Il n'y a pas le choix, quoi. Donc ça, oui, c'est. Ça se fait quasi naturellement. C'est ça, hein, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais me faire débrancher. Bonjour.